Pendant 15 ans, j'ai consacré mon âme à la création du système informatique qui gérait chaque opération essentielle de notre entreprise. Tout a commencé par quelques scripts simples, conçus pour combler les lacunes entre des départements déconnectés. Au fil du temps, cela s'est transformé en un réseau robuste et complexe d'outils, d'automatisation et de bases de données dont les employés dépendaient quotidiennement. Je connaissais ce système comme ma poche, car il était le prolongement de mes propres idées et de mon acharnement au travail. Il y a eu des nuits où je dormais sous mon bureau, déployant des mises à jour et corrigeant des vulnérabilités, avant même que quiconque ne remarque un problème. J'ai vu l'entreprise évoluer d'une modeste start-up à une présence imposante dans notre secteur. Chaque nouveau défi était une opportunité de renforcer l'infrastructure que j'avais si soigneusement construite. Ce n'était pas la reconnaissance qui me motivait, mais la satisfaction de savoir que je créais quelque chose d'indispensable. Au début, c'était un petit éditeur de logiciels dans le 11e arrondissement de Paris. Nous étions une dizaine, entassés dans un ancien atelier de couture. Je me souviens encore de l'odeur de café qui imprégnait les murs et des bruits de la rue Oberkampf qui montaient par les fenêtres mal isolées. Jean-Marc, le fondateur, m'avait recruté à la sortie de mon école d'ingénieur. « Mathieu, m'avait-il dit, nous avons besoin de quelqu'un qui puisse créer un système sur mesure, pas ces solutions préfabriquées qui coûtent une fortune. » J'ai pris ce défi à bras-le-corps. Je travaillais sans compter mes heures, souvent seul dans nos locaux jusqu'à l'aube, éclairé par la lueur bleuâtre de mon écran. Mes collègues plaisantaient en disant que j'étais marié à mon code. Ce n'était pas loin de la vérité. Ma vie personnelle s'était effacée derrière les exigences du travail, mais j'y trouvais un sens, une mission. Avec le temps, l'entreprise s'est développée. Nous avons déménagé dans des bureaux plus spacieux à la Défense. Notre effectif a quadruplé puis décuplé. Mon système a grandi avec nous, s'adaptant à chaque nouvelle contrainte, à chaque nouveau besoin. J'avais constitué une petite équipe de développeurs talentueux, mais le cœur du système restait mon œuvre. Personne d'autre ne comprenait vraiment comment toutes les pièces s'emboîtaient. Au fil des années, j'ai vu des directeurs techniques venir et partir. Chacun avait ses idées, ses projets, mais tous finissaient par reconnaître la valeur de ce que j'avais bâti. « C'est solide comme un roc », disait souvent Philippe, notre DG pendant près de 8 ans. Cette reconnaissance tacite me suffisait. Je n'avais pas besoin d'éloges publics ou de primes exceptionnelles. Mon nom était inscrit dans chaque ligne de code, dans chaque fonctionnalité qui facilitait le quotidien de nos équipes. Au fur et à mesure que l'entreprise grandissait, j'ai remarqué que les nouveaux visages ne comprenaient pas la valeur de ce qui avait été construit. Pour eux, c'était un système ancien, une relique comparée aux plateformes rutilantes dont ils lisaient les descriptions dans les magazines spécialisés. Malgré tout, je restais convaincu que les résultats parlaient d'eux-mêmes. Nos systèmes étaient fiables, efficaces et parfaitement adaptés à nos besoins. Du moins, c'est ce que je croyais. La première fois que j'ai entendu parler du consultant, c'était une mention en passant lors d'une réunion. Une perspective fraîche, disait-il. Je n'y ai pas prêté attention au début. Les consultants allaient et venaient, offrant des conseils qui perturbaient rarement le statu quo. Mais ce consultant-là était différent. Il avait capté l'attention du conseil d'administration dès son arrivée. C'était un mardi pluvieux de novembre, le genre de journée parisienne où la grisaille s'infiltre jusque dans les âmes. J'étais concentré sur la résolution d'un bug complexe quand Emmanuelle, notre nouvelle directrice des opérations, est passée devant mon bureau. Elle s'est arrêtée, hésitante, comme si elle voulait me dire quelque chose mais cherchait les mots justes. « Au fait, Mathieu, le comité exécutif a engagé un consultant pour évaluer notre infrastructure technique. Il s'appelle Laurent Mercier. Il commence lundi prochain ?» Son ton faussement désinvolte ne m'a pas trompé. Quelque chose se tramait. Laurent Mercier est arrivé avec l'assurance d'un homme qui sait qu'il a été choisi pour bouleverser l'ordre établi. Grand, élégant, dans son costume Armani impeccable, il contrastait avec mon allure de développeur négligé. Sa présentation aux équipes était un modèle de communication moderne, slides épurés, graphiques impressionnants, buzzwords savamment distillés. Transformation digitale, agilité scalable, cloud first, autant de termes qui faisaient briller les yeux de la direction. En quelques semaines, il pointait déjà des risques critiques dans notre infrastructure.
Des mots comme obsolète, dépassé et instable commençaient à apparaître dans ses présentations. J'ai assisté à des réunions où il critiquait le système même qui avait soutenu notre croissance sans une seule défaillance catastrophique. Ses diapositives polies et sa rhétorique confiante ont érodé la confiance du Conseil en mon travail plus rapidement que je ne l'aurais imaginé. « Vous comprenez, disait-il en me fixant directement lors d'une réunion particulièrement tendue. Cette architecture monolithique était peut-être adaptée à une PME, mais nous sommes maintenant un acteur majeur du marché. Nous ne pouvons pas nous permettre cette fragilité structurelle. » Je serrai les poings sous la table, respirant profondément pour garder mon calme. Fragilité. Un système qui n'avait jamais connu plus de 10 minutes d'interruption en 15 ans. J'ai tenté de contrer ces affirmations avec des faits, avec des chiffres concrets qui montraient le temps de fonctionnement, la rentabilité et l'évolutivité. Mais ils étaient subjugués par la promesse de modernité. Peu importait que ces idées soient vagues ou que ces solutions soient théoriques. Ils voulaient du changement, et ils le leur offraient, enveloppés dans des termes à la mode et l'illusion d'une préparation pour l'avenir. Un soir, après une journée particulièrement éprouvante, je suis resté tard au bureau. En passant devant la salle de conférence, j'ai aperçu Laurent en grande conversation avec le PDG et la directrice financière. Des plans étaient étalés sur la table, mon système démantelé sur papier avant même qu'une décision officielle ne soit prise. J'ai ressenti une douleur physique, comme si on m'arrachait une partie de moi-même. Cette nuit-là, en rentrant dans mon appartement silencieux du Marais, j'ai réalisé que la bataille était peut-être déjà perdue. Le jour où le directeur technique m'a convoqué dans son bureau, je savais ce qui m'attendait. Ces mots étaient répétés, son ton forcé dans une imitation d'empathie. « Ton système, dit-il lentement, comme s'il expliquait à un enfant, représente un risque pour cette entreprise. » Je restais assis là, écoutant, le poids de 15 années pesant sur ma poitrine. Thomas avait été nommé DT 6 mois auparavant. Avant, il dirigeait une start-up de la French Tech qui avait été rachetée par notre groupe. Il n'avait jamais caché son mépris pour ce qu'il appelait l'informatique à l'ancienne. Dans son monde idéal, tout était dans le cloud, en microservices, orchestré par Kubernetes et déployé en continu. Le fait que notre système fonctionnait parfaitement avec une architecture différente lui semblait incompréhensible, presque offensant. Le conseil d'administration a approuvé le plan de transition proposé par Laurent, poursuivit-il, en faisant glisser un document sur son bureau. Nous allons migrer progressivement vers une architecture cloud native sur les 12 prochains. Moi, ton expertise sera précieuse pour faciliter cette transition. J'aurais pu me battre, j'aurais pu élever la voix ou menacer d'exposer l'ignorance du consultant. Au lieu de cela, j'ai simplement hoché la tête. D'accord, ai-je dit, si c'est ce que vous croyez. Il n'y avait pas de colère dans ma voix, seulement une résignation creuse. J'ai réalisé à ce moment-là que ma bataille avait été perdue, bien avant cette conversation. Mathieu, tu dois comprendre que ce n'est pas une remise en question de ton travail, tenta Thomas avec un sourire forcé. C'est l'évolution naturelle de toute entreprise qui grandit. Ton système a été crucial, mais maintenant nous devons passer à autre chose, ai-je complété, la gorge serrée. Je comprends. En sortant du bureau vitré, j'ai croisé le regard d'Anne-Sophie, ma plus ancienne collègue. Elle avait dû deviner ce qui s'était passé. Son expression mêlait ses compassions et gêne. Nous avions traversé tant d'étapes ensemble. Les premières victoires commerciales, les nuits blanches avant les grands déploiements, les pots de célébration, quand nous avions franchi le cap des 100 employés. Maintenant, nous étions plus de 400, et j'étais devenu un vestige d'une époque révolue. Ils m'ont demandé d'aider à la transition, de contribuer à démanteler la structure même que j'avais construite de mes propres mains. Certains auraient refusé par fierté ou amertume, mais j'ai accepté, pas pour eux, pour le système. Je voulais m'assurer que s'il devait être remplacé, cela se ferait sans chaos inutile. Ma loyauté allait au travail, même si les gens ne la méritaient plus. Ce soir-là, attablé à la terrasse du Café de la Paix, mon refuge depuis des années, j'ai contemplé la tour Eiffel illuminée au loin. Gabriel, le serveur qui me connaissait, depuis toujours a posé un verre de Côte-du-Rhône devant moi sans que j'aie besoin de commander. « Mauvaise journée ?» a-t-il demandé avec la perspicacité des vieux serveurs parisiens. J'ai souri faiblement. Disons que c'est la fin d'une époque. Il a hoché la tête, comprenant sans avoir besoin de détails.
Les jours suivants ont été étranges. J'ai continué à me rendre au bureau, à accomplir mes tâches habituelles, mais avec le sentiment persistant d'être un fantôme dans ma propre vie. J'observais Laurent et son équipe de jeunes consultants s'affairer avec une énergie frénétique autour de tableaux blancs couverts de schémas complexes. Ils redessinaient mon œuvre sans vraiment la comprendre. Je voyais les erreurs qu'ils commettaient, les angles morts qu'ils ignoraient, les spécificités métiers qu'ils ne saisissaient pas. Mais je gardais le silence. Le temps leur montrerait ce que mes mots ne pouvaient pas leur faire entendre. J'ai passé les 2 mois suivants à documenter méticuleusement chaque processus, chaque ligne de code personnalisée, chaque solution de contournement qui avait maintenu les opérations en douceur. J'assistais aux réunions où Laurent souriait avec suffisance, tandis que mon héritage était disséqué et rejeté. Je ne disais rien. Je faisais simplement ma part et préparais ma sortie aussi discrètement que j'étais entré 15 ans plus tôt. Chaque matin, le trajet en métro depuis mon appartement jusqu'à la Défense devenait plus difficile. La rame bondée de la ligne m'étouffait un peu plus chaque jour. Je regardais les visages fermés des autres passagers, ces inconnus qui partageaient mon quotidien sans le savoir, et je me demandais si eux aussi vivaient la fin de quelque chose. Combien d'entre eux se rendaient à un travail qui n'avait plus de sens? Dans les locaux lumineux de l'entreprise, désormais décorés selon les dernières tendances des espaces de coworking branchés, j'étais devenu invisible. Les jeunes recrues ne me saluaient plus, ignorant mon rôle dans la construction de ce qui les faisait vivre. Seuls quelques anciens m'adressaient encore un regard compatissant dans les couloirs, rapidement détournés par gêne ou par peur d'être associés au passé. Un soir, Laurent m'a demandé de lui expliquer le fonctionnement d'un module particulièrement complexe que j'avais conçu pour gérer les pics de charge lors des campagnes commerciales. Je lui ai décrit patiemment les mécanismes, les garde-fous, les algorithmes d'optimisation. Il prenait des notes frénétiquement, fronçant parfois les sourcils devant la subtilité de certaines solutions. C'est ingénieux, a-t-il admis du bout des lèvres, mais tellement artisanal. Nous allons industrialiser tout ça. J'ai souri faiblement. Bonne chance, ai-je simplement répondu. Cette nuit-là, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années. J'ai appelé mon vieil ami. David, qui avait quitté Paris pour ouvrir un restaurant à Lyon. Entendre sa voix, son accent légèrement traînant, m'a rappelé qu'il existait un monde en dehors de ces murs de verre et d'acier. « Viens passer quelques jours ici », m'a-t-il proposé. « Les quenelles sont excellentes en ce moment, et j'ai un côte rôti qui t'attend depuis trop longtemps. » Cette perspective a fait naître en moi un sentiment presque oublié, l'anticipation d'un plaisir simple. J'ai réalisé que ma vie s'était rétrécie autour de mon travail, comme un vêtement qui rétrécit au lavage jusqu'à devenir inconfortable. Mon dernier jour est arrivé sans cérémonie. Pas d'adieu grandiose, pas de pot de départ organisé à la dernière minute dans la cafétéria. Quelques poignées de main polies, quelques bonnes chances maladroits. Et puis j'ai franchi la porte quittant un bâtiment qui ne ressemblait plus à chez moi. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas explosé de colère. J'ai juste ressenti un vide, immense, comme un artisan regardant son œuvre de toute une vie réduite en poussière. Dans mon appartement, j'ai rangé mes souvenirs de l'entreprise dans une petite boîte que j'ai placée au fond d'un placard. J'ai essayé de me convaincre que c'était un nouveau départ. Je me suis concentré sur le repos, redécouvrant des passions longtemps négligées. La photographie, la cuisine, les longues promenades le long du canal Saint-Martin. J'ai renoué avec ma sœur Élise et son fils, mon neveu Théo, que je voyais grandir par intermittence, comme dans un diaporama ou diapositive trop espacée. Les premiers jours ont été étranges, désancrés. Je me réveillais à 6 heures, par habitude, prêt à affronter une journée qui n'avait plus de structure. J'errais dans les rues de Paris, redécouvrant ma ville comme un touriste, m'arrêtant dans des cafés où je n'avais jamais pris le temps de m'asseoir. Le musée d'Orsay, la fondation Louis Vuitton, le jardin du Luxembourg, je visitais ces lieux comme pour me réapproprier un territoire perdu, celui du temps libre et de la contemplation. C'est 5 mois plus tard que le premier appel est arrivé. Une voix frénétique au bout du fil. Il y a un problème avec le nouveau système. J'ai écouté calmement, n'offrant aucune solution immédiate. D'autres appels ont suivi, chacun plus désespéré que le précédent. Des opérations critiques s'étaient arrêtées, des données avaient été perdues et les plaintes des clients affluaient. J'étais attablé à la terrasse du Café des Deux Moulins à Montmartre lorsque mon téléphone a vibré.
Le nom de Sophie, l'assistante du PDG, s'est affiché sur l'écran. J'ai hésité avant de décrocher, savourant pendant quelques secondes l'ironie de la situation. Le soleil d'avril réchauffait doucement l'air parisien, et j'observais les touristes qui se pressaient vers le Sacré-Cœur, avec leurs appareils photos et leurs expressions émerveillées. « Mathieu, c'est Sophie, nous avons un problème. » Sa voix tremblait légèrement. Je l'avais rarement entendu perdre son calme légendaire, même dans les moments les plus tendus. Intérieurement, je savais déjà. Le système de Laurent avait commencé à montrer ses faiblesses. « Raconte-moi », ai-je simplement répondu, signalant au serveur de m'apporter l'addition. Le module de facturation ne répond plus depuis ce matin. Les équipes financières sont en panique. Les factures de fin de mois ne peuvent pas être émises. Laurent et son équipe tentent des correctifs depuis des heures, mais chaque solution semble créer 3 nouveaux problèmes. Je n'ai pas ressenti la satisfaction que j'aurais pu imaginer dans mes moments d'amertume, seulement une tristesse sourde pour tous ses collègues pris dans une tempête prévisible. « Qu'est-ce que tu attends de moi, Sophie ?» Un silence, puis « Thomas aimerait que tu viennes jeter un œil, en tant que consultant externe, bien sûr, juste pour cette urgence. » J'ai appris par des contacts encore présents dans l'entreprise que le système révolutionnaire du consultant était un patchwork de technologies incompatibles. Le personnel n'avait pas été correctement formé. Des fonctionnalités de base, autrefois fluides, nécessitaient maintenant des contournements manuels fastidieux. Le moral avait chuté, tout comme la satisfaction des clients. Quand je suis arrivé dans les locaux, l'atmosphère était électrique. Des groupes d'employés au regard hagard discutaient dans les couloirs, des écrans affichaient des graphiques d'erreurs système et la salle de crise débordait de gobelets de café, vides et de restes de sandwich. Laurent était là, le visage défait, la chemise froissée, tentant d'expliquer à un Thomas livide pourquoi leur système de repli ne fonctionnait pas. Il m'a aperçu et son expression a oscillé entre le soulagement et l'humiliation. « Mathieu », a-t-il articulé difficilement, « merci d'être venu. » J'ai hoché la tête et me suis approché des écrans. En quelques minutes, j'avais identifié la cause principale du problème. Leur architecture microservice, théoriquement élégante, s'effondrait sous la charge réelle des opérations quotidiennes. Les bases de données fragmentées perdaient leur cohérence et le système de messagerie entre services créait des goulots d'étranglement invisibles dans leur diagramme parfait. « Je peux créer un pont temporaire », ai-je proposé. Mais la solution réelle demandera des semaines de travail. J'ai reçu des messages d'anciens collègues, certains apologétiques, d'autres me suppliant ouvertement d'aider. L'ironie était amère. Les mêmes personnes qui m'avaient écarté, sans un second regard, imploraient maintenant la stabilité qu'elles avaient autrefois tenue pour acquise. Je luttais avec mes émotions, incertain de me sentir justifié ou le cœur brisé. Après une nuit blanche de travail acharné, j'ai réussi à stabiliser le système. Les factures sont sorties, les clients ont été apaisés et un semblant de normalité est revenu. J'ai quitté les bureaux à l'aube, épuisé mais étrangement serein. Sur le parvis, Thomas m'a rattrapé. « Ce n'était qu'un incident isolé », a-t-il affirmé, comme pour se convaincre lui-même. Le système de Laurent a juste besoin d'ajustement. J'ai souri sans répondre. Nous savions tous les deux que ce n'était que le début. Après mûre réflexion, j'ai accepté de rencontrer le conseil d'administration. Assis face à eux, j'ai vu dans leurs yeux une humilité qui était absente auparavant. Ils ont admis leur erreur, reconnu mes contributions et m'ont demandé si j'envisagerais de revenir pour sauver ce qui restait. Le rendez-vous avait été fixé au siège social, dans cette salle de réunion au dernier étage que j'avais toujours trouvée trop pompeuse avec ses fauteuils en cuir et sa vue panoramique sur la tour Eiffel. Jean-Marc était là, vieilli de 10 ans en quelques mois, qu'ainsi que les autres membres du comité exécutif. Laurent brillait par son absence. « La situation est critique », a commencé Jean-Marc sans préambule. « Les incidents se multiplient. Nous perdons des clients chaque jour. Notre réputation bâtie pendant 2 décennies s'effrite à une vitesse alarmante. » J'ai écouté en silence leur description de l'apocalypse informatique qui se déroulait. Données corrompues, temps de réponse catastrophique, fonctionnalités cruciales inaccessibles. Le nouveau système censé propulser l'entreprise dans l'avenir l'entraînait vers l'abîme. « Nous avons commis une grave erreur de jugement », a admis Françoise, la directrice financière, habituellement si froide et calculatrice. « Nous avons sacrifié la fiabilité sur l'autel de la modernité. » Un silence pesant s'est installé. Je sentais qu'ils attendaient ma colère,
ma vengeance, peut-être même une certaine jouissance face à leur échec. Mais ces sentiments s'étaient évaporés, remplacés par une étrange mélancolie. « Qu'attendez-vous de moi exactement ?» ai-je demandé. « Nous voulons que tu reviennes », a répondu Jean-Marc. « Avec carte blanche, ton équipe, tes conditions, ton organisation, nous avons besoin de toi, Mathieu. » J'ai écouté attentivement, pesant mes options. Une partie de moi voulait tourner le dos, les laisser affronter les conséquences de leur choix. Mais une autre partie, celle qui s'était toujours plus souciée du travail que de la reconnaissance, ne supportait pas de voir l'entreprise s'effondrer. J'ai posé mes conditions. Autonomie complète, respect de mon expertise et des limites claires. Ils ont accepté sans hésitation. Pourtant, je n'ai pas donné ma réponse immédiatement. J'ai demandé une semaine de réflexion. Cette décision ne pouvait être prise sous le coup de l'émotion ou de la flatterie. Cette semaine-là, je l'ai passée en Normandie, dans la petite maison de pêcheur que j'avais achetée quelques années auparavant, mais où je n'avais jamais pris le temps de séjourner vraiment. Face à l'océan déchaîné d'Étretat, j'ai confronté mes démons intérieurs, la rancœur, l'orgueil blessé, la tentation de la revanche, mais aussi l'attachement profond à cette œuvre que j'avais créée et aux personnes qui en dépendaient. Un matin, en observant les mouettes tournoyer au-dessus des vagues, j'ai compris que ma décision était prise depuis longtemps. Je ne reviendrai pas pour eux. Je reviendrai pour le système, pour le travail que j'avais aimé et pour la chance de reconstruire quelque chose de meilleur, non pas pour leur approbation, mais pour ma propre fierté. De retour à Paris, j'ai retrouvé Jean-Marc dans un petit bistrot près de l'Opéra, loin des bureaux et de leurs oreilles indiscrètes. « J'accepte », lui ai-je dit simplement. Son soulagement était palpable. Il a commencé à détailler les arrangements administratifs, les budgets, les délais. Je l'ai interrompu d'un geste. « Je veux constituer une équipe composée pour moitié d'anciens collaborateurs qui connaissent le système original et pour moitié de jeunes talents qui apporteront un regard neuf. Nous ne reviendrons pas simplement à l'ancien système, mais nous ne rejetterons pas non plus tout ce qui a été fait. Nous construirons quelque chose qui combine la fiabilité de l'ancien avec la flexibilité du nouveau. » Jean-Marc a hoché la tête. « Tout ce que tu voudras. » « Une dernière chose, » ai-je ajouté. « Je ne veux pas revenir en tant que simple développeur ou architecte. Je veux diriger la transformation numérique de l'entreprise avec un siège au comité exécutif. » Il a hésité une fraction de seconde, puis a souri. « Bienvenue à bord, monsieur le directeur de la technologie. » En franchissant à nouveau les portes de l'entreprise, quelques jours plus tard, j'ai senti une tranquille détermination s'installer en moi. Les regards des employés étaient mêlés de surprise, de soulagement et de curiosité. Certains souriaient, timidement d'autres baissaient les yeux, gênés par leur silence complice lors de mon départ. Je n'étais pas revenu pour les vengeances mesquines ou les règlements de compte. J'étais revenu pour reconstruire, pour créer quelque chose dont je pourrais être fier une seconde fois. Le chemin serait long, mais cette fois, je ne serai plus seul.